Le lycée peut être difficile, mais pour Lauryn Licari, une adolescente de Beale City dans le Michigan, cette période est devenue bien pire lorsqu'elle et son petit ami de l'époque, Owen McKenney, ont été victimes d'une campagne de harcèlement via SMS qui a duré 20 mois. Le documentaire Netflix, Numéro inconnu, texto toxique au lycée, a pris d'assaut le monde du true crime en relayant cette histoire. Lauryn et Owen y témoignent à cœur ouvert, ainsi que leurs parents, leurs amis et le personnel de leur lycée qui racontent également cette période difficile, ainsi que l'enquête qui va suivre. Mais le documentaire passe délibérément sous silence de nombreux faits importants et surtout, d'après moi, ne met pas suffisamment l'auteur des faits face à son crime, alors que c'est justement ce qui rend toute cette affaire bien plus sombre qu'il n'y paraît. Nous sommes dans la petite ville de Beale City, dans le Michigan. En 2020, Beale City compte 332 habitants, qui bien sûr se connaissent tous. C'est une petite communauté très soudée. Les parents d'Owen, Dave et Jill McKenney, sont des résidents de longue date de Beale City. Ils sont ensemble depuis qu'ils ont 15 ans et ont fréquenté ensemble l'unique lycée local. Ils sont donc très connus et appréciés à Beale City, de même que leurs enfants, Owen et Macy. Kendra, la mère de Lauryn, a grandi à environ 2 heures de là, près de Détroit. Elle a rencontré Sean alors qu'ils étaient étudiants à l'université Central Michigan et il l'a ramené dans sa ville natale de Beale City. Bien que Sean ait grandi dans la petite ville et ait fréquenté le même lycée, il n'est pas aussi impliqué que les autres résidents dans la communauté, ce qui aurait rendu l'intégration de Kendra un peu plus compliquée. Pour tenter de changer les choses, Kendra s'est activement impliquée dans l'école et les activités extrascolaires de sa fille, en devenant notamment entraîneuse de son équipe de softball, de son équipe de basketball et en se portant volontaire pour divers événements. À la rentrée 2019, Lauryn et Owen tombent amoureux. Ils sont tous les deux très sportifs, ils ont le même sens de l'humour et s'entendent merveilleusement bien. Leurs parents, déjà amis, deviennent également par ce fait très proches, en particulier Kendra et Jill, les deux mamans. C'est environ 1 an plus tard, en octobre 2020, que les premiers messages commencent. 2 semaines avant la soirée annuelle d'Halloween, organisée par la famille de Chloé, une camarade de classe de Lauryn et Owen, un numéro inconnu crée un groupe de discussion avec les deux amoureux et leur envoie « Salut Lauryn, Owen te largue, il ne t'aime plus, et ce, depuis un moment. » Il y a de nombreux autres messages, dont celui-ci. « Je ne sais pas ce qu'il t'a raconté, mais Owen vient à la soirée d'Halloween, et on va faire l'amour. » Les messages cessent rapidement, alors Lauryn et Owen passent à autre chose. Ils n'ont jamais su de qui ils provenaient, mais comme ils n'en recevaient plus, ils ont mis cette histoire derrière eux. En septembre 2021, ils font leur rentrée au lycée. Toujours amoureux, ils sont un peu considérés comme le couple parfait. Malheureusement, les messages anonymes reviennent, plus nombreux et bien plus violents. Comment vont les amoureux? Vous vous préparez à la fin de votre relation parfaite? Owen m'aime et je serai toujours la seule qu'il aimera. Il sera avec moi pendant que ton cul dégueulasse restera seul. Évidemment, ils essayent par tous les moyens de stopper ces messages, mais rien n'y fait. Un nouveau numéro trouve toujours comment les harceler. Lauryn a beau s'énerver, supplier la personne derrière ses SMS d'arrêter, tenter d'appeler le numéro en question, les choses empirent et à un moment, ils reçoivent même jusqu'à 50 messages par jour. Ils ne comprennent pas de qui ça peut venir. Sûrement pas leurs amis. Déjà, ils n'ont de conflit avec personne. Et puis, tout le monde se connaît. Or, le numéro est inconnu. Mais un élément est déroutant. Dans plusieurs messages, le harceleur appelle Lauryn Lo, son surnom. Donc il est forcément dans le cercle social de la jeune fille. Sinon, il ne détiendrait pas cette information. À un moment, les SMS ayant principalement pour but de créer des conflits entre Lauryn et Owen, sûrement pour qu'ils se séparent, changent et prennent uniquement Lauryn pour cible. Elle est attaquée sur son physique, sa façon de s'habiller, ou juste le fait d'exister. Tu es la personne la plus laide que j'ai jamais vue. Tu ne vaux rien et tu ne représentes rien. Achète-toi une vie. Owen ne t'adressera plus jamais la parole ou ne te regardera plus. Tu as ruiné sa vie. Sa famille te hait pour ça et il va faire comme si tu n'avais jamais existé. Ce qui est étrange, c'est que les messages sont très actuels et s'appuient sur des événements qui ont pris place dans la journée. Lauryn et Owen en viennent donc à la conclusion que c'est plus qu'un harceleur, mais carrément un stalker qui les a pris pour cible. Par exemple, arrête de porter des leggings, putain, personne ne veut voir ton cul plat d'anorexique. Les performances sportives de Lauryn sont aussi sujets à critique. Le harceleur lui dit des choses comme « Tu es nul, tu devrais abandonner, blesse-toi et lâche l'affaire ». L'harceleur en vient même à créer de faux comptes sur les réseaux sociaux utilisant l'identité de leurs amis pour s'insinuer un peu plus dans leur vie.
En décembre, Laureen est particulièrement mal en point. Elle a du mal à s'endormir, elle pleure souvent, elle se renferme sur elle-même. Quant à Owen, il devient irritable et commence à s'emporter facilement sur sa petite sœur ou ses parents à cause du stress. Et finalement, les messages ont fait leur chemin dans l'esprit de Laureen. Après tout, à répéter qu'Owen la trompe, qu'il ne veut plus d'elle, qu'il ne l'aime plus, à force d'être constamment harcelée et rabaissée, Laureen perd confiance en elle et commence à douter. Parce que ces messages, comme vous allez le voir, sont dégoûtants, et je vous rappelle qu'ils sont envoyés à des jeunes de 13 ans. Par ailleurs, l'harceleur a commencé à dire « nous », alors qu'avant, il utilisait le « je ». Désolé par avance pour les bips. Owen, souviens-toi que tu nous as dit que tu allais nous aider. Tu la détestes. Tu as dit qu'elle était ta plus grosse erreur. Laide, enfant anorexique, ne lui parle plus jamais. Nous savons que c'est ce que tu veux. J'aime avoir sa bite et ses doigts en moi, mais plein de tétons sur son visage. Je l'ai dit. Il veut du sexe et des fellations. Il ne veut pas de ton cul tout plat. Après quelques mois à encaisser les coups, Owen et Laureen se séparent. Après tout, ils sont profondément malheureux et même s'ils s'aiment et se consolent, ça ne peut plus continuer. Alors ils abandonnent. Ils restent néanmoins bons amis. Mais les messages ne s'arrêtent pas. Le lendemain de Noël, Laureen reçoit « Owen t'a quitté, on a gagné. Il ne sera plus moqué à propos du fait de sortir avec un laidron comme toi, avec un cul plat d'anorexique. Il mérite bien mieux que toi. Tu n'as jamais été assez bien pour lui. Il a besoin d'être avec une fille qui n'a pas peur de lui faire les choses qu'il désire. Tout le monde te hait. Profite de ton Noël toute seule. Il en a fini avec toi. » Pire encore, les messages prennent finalement un tournant très sombre quand ils en viennent à parler du décès de Laureen. Sa vie serait bien mieux si tu étais morte. Petit à petit, l'harceleur encourage Laureen à se faire du mal. Attention, tu devrais te tuer avant qu'on le fasse. Ôte-toi la vie ou nous le ferons. Tue-toi maintenant, connasse. Même après leur séparation, les deux adolescents ont continué à être harcelés, ce qui prouverait finalement que le but n'était pas uniquement de les faire se séparer, mais vraiment de rendre leur vie misérable. Owen, qui s'est mis en couple ensuite avec une fille d'une autre ville, apprend rapidement que la mère de sa chérie avait commencé à recevoir des messages d'un numéro anonyme elle aussi. Il prend donc la décision de mettre fin à sa relation, une nouvelle fois, pour la protéger et protéger sa famille. Il faut vraiment faire quelque chose avant qu'un événement grave et irréparable ne soit commis. Les familles de Laureen et Owen sont finalement mises au courant. Avoir tout révélé à sa mère fait beaucoup de bien à Laureen. Elle ne se sent plus aussi seule, elle est écoutée et soutenue. Au début, sa mère lui dit de ne pas en tenir compte, de ne pas y faire attention. Mais au fur et à mesure que Laureen lui partage les détails de cette affaire, elle se rend compte de la gravité de la situation et commence alors à s'impliquer dans la recherche de l'identité du harceleur. Grâce aux screenshots et autres informations que Laureen lui donne, elle monte un dossier pour demander de l'aide au lycée de sa fille. En janvier 2022, le directeur du lycée est mis au courant et décide alors de mettre en place un stratagème pour tenter de découvrir l'identité du coupable. Lorsque Laureen reçoit un message, elle en avertit le directeur qui vérifie ensuite les caméras de vidéosurveillance et note chaque étudiant utilisant son portable à ce moment-là. On peut souligner l'effort, même s'il paraît improbable qu'ils attrapent le harceleur de cette manière. Ils arrivent rapidement à bout de ressources. Comment retrouver cet harceleur anonyme qui change de numéro presque quotidiennement ? La seule solution est de contacter la police. Le directeur d'enquête prend l'affaire au sérieux, heureusement, et commence à dresser une liste de suspects, notamment l'amie de Laureen et Owen, Chloé. Chloé est dans la même équipe de basket que Laureen et est très amie avec Owen, donc elle paraît être un suspect idéal. Interrogée, elle nie être l'auteur des messages. Son portable est fouillé, mais rien n'est retrouvé. Mais il semblerait que le harceleur veuille se faire passer pour elle, notamment en recopiant son style d'écriture. Chloé utilise beaucoup l'abréviation BRE, et ce mot est retrouvé dans de nombreux messages anonymes. Laureen est souvent rabaissée quant à ses performances sportives au basket et son nombre de paniers, et Chloé est dans son équipe, donc elle a accès à ces informations. Un compte Snapchat au nom de Chloé a même été créé pour envoyer des messages à Laureen. Mais les policiers ne sont pas dupes, et leur enquête prouve que l'adolescente n'a rien à voir là-dedans. Mais qui voudrait piéger une gamine de 13 ans ? Les détectives se penchent alors sur leur second suspect, la cousine d'Owen, Adriana. Apparemment, quelques années auparavant, Chloé aurait harcelé Adriana, alors peut-être que cette dernière a finalement voulu se venger. Une photo envoyée à Laureen et Owen a été prise à la fête de Noël de la famille d'Owen, fête à laquelle peu de gens ont participé, mais Adriana, forcément, était là. À cause de ces éléments, elle est aussi interrogée, son téléphone est fouillé, mais rien n'est retrouvé.
Après avoir été blanchie, Adriana reçoit elle aussi un message anonyme. « Hey Adriana, Owen a besoin de ton aide, on doit éloigner Lo de lui. Dis à ses parents qu'elle est une connasse, qu'elle a ruiné sa vie. Toi aussi, tu la détestes. » Et l'harceleur ne s'arrête pas là. Il se moque même de l'enquête et dit à Laureen qu'il est au courant de tout et que les policiers ne le retrouveront jamais. Et il faut bien le dire, l'enquête n'avance pas. Des mois après que la police ait été mise au courant de l'affaire, il n'y a toujours rien. Alors, la dernière solution, c'est de contacter le FBI, ce qu'ils font en avril 2022. Ils découvrent rapidement que tous les messages proviennent d'une application nommée Pinger, qui fournit des numéros alternatifs pour l'envoi de SMS. Mais surtout, après des mois d'enquête, en août 2022, ils récupèrent finalement l'adresse IP qui se cache derrière le harceleur. Mais ça n'a pas été facile, car mine de rien, ils savaient ce qu'ils faisaient, notamment par l'utilisation d'un VPN. Mais il en faut plus au FBI pour échouer. L'identité du harceleur est maintenant connue. Et contrairement à ce que tout le monde pense, il ne s'agit pas d'une rivale amoureuse d'Owen, ou d'un geek en manque d'adrénaline, ou d'un garçon éconduit par la jeune fille qui aurait voulu se venger. Non. La réalité est bien pire. Le harceleur d'Owen et Laureen depuis plus de 2 ans, c'est la mère de cette dernière, Kendra. Pendant 2 longues années, Kendra a harcelé sa propre fille, son ancien chéri, ses amis, elle l'a dénigré, poussé à bout, même encouragé à se faire du mal. Sa propre mère. Et dans le même temps, elle la consolait et lui disait que tout finirait par s'arranger. Mais quelle horreur! En sachant cela, le fait que Kendra ait participé au documentaire Netflix me semble vraiment très inapproprié. Elle cherche à se justifier, elle explique notamment qu'une fois qu'elle a commencé à harceler et à intimider sa fille en ligne, elle ne savait plus comment s'arrêter. Elle a même dit que les premiers messages, avant Halloween 2020, n'étaient pas d'elle, mais qu'elle a repris le relais pour découvrir de qui ils venaient. Mouais. Elle dit, je cite, « Au départ, je cherchais des réponses, puis je me suis laissée entraîner dans une spirale, un effet boule de neige, et je ne savais plus comment m'arrêter. J'étais quelqu'un d'autre à ce moment-là. J'étais dans un état mental épouvantable. C'était comme si je portais un masque, je ne savais même plus qui j'étais. » Kendra tente également de faire valoir que tout le monde commet des erreurs, y compris elle-même, en déclarant « En réalité, beaucoup d'entre nous ont probablement enfreint la loi à un moment ou à un autre, sans se faire prendre. Je suis sûre que des gens ont conduit en état d'ivresse sans se faire prendre. » Si Kendra avait le temps d'envoyer ses SMS, c'est notamment parce qu'elle n'avait pas d'emploi à temps plein. Le documentaire révèle que, bien qu'elle ait prétendu à son mari Sean qu'elle avait démissionné, elle avait en fait été licenciée. Ce que le documentaire ne mentionne pas, par contre, c'est pourquoi elle a été licenciée. Il s'avère qu'elle a été virée car elle passait trop de temps sur son portable à envoyer des SMS et ne remplissait plus les conditions de performance au travail. Tiens. Également, il ne précise pas que bien que son mari pensait qu'elle avait retrouvé un autre boulot, mieux payé d'ailleurs, en télétravail complet, en fait elle passait ses journées à harceler des enfants. Pendant des mois, Kendra a fait semblant d'avoir des appels professionnels et se plaignait de sa charge de travail à son mari. Et là, vous devez vous demander, mais comment a-t-elle pu cacher son manque de salaire ? Eh bien, c'est elle qui gérait les finances du ménage, donc Sean n'en savait rien. Mais de toute façon, la vérité allait bientôt éclater à ce sujet, puisqu'ils étaient sur le point de perdre leur maison. Mais malgré tout, elle affirme que son comportement découle d'un traumatisme antérieur qu'elle n'avait pas surmonté et se confie sur le viol dont elle a été victime à l'âge de 17 ans. Elle déclare dans le documentaire « Lorsque ma fille a atteint l'adolescence, j'ai pris peur. J'avais peur de la laisser grandir, je voulais la protéger et la garder en sécurité. » Mais quoi qu'il en soit, ça ne justifie aucunement ce qu'elle a fait. Revenons quand même sur quelques messages pour bien se souvenir de ce que cette mère a fait endurer à son enfant. Sa vie serait bien mieux si tu étais morte. On veut anéantir l'eau, elle ne sert à rien. Elle ne mérite pas l'air qu'elle respire, elle est inutile. Et les messages graveleux à propos d'Owen, un gamin de 13 ans au début, c'est d'une gravité sans nom. Le moment où les enquêteurs annoncent à Kendra qu'ils savent que c'est elle, puis annoncent à sa fille que c'est sa mère qui est derrière tout ça, est filmé. Et franchement, Laureen fait de la peine. Certaines personnes affirment que Laureen semble dissociée. Une personne déclare en ligne « Le langage corporel de Laureen pendant toute la scène du mandat de perquisition est tellement triste. Cette fille semblait complètement déconnectée de la réalité. » Avant que la police ne lui révèle la vérité, elle se balance légèrement sur sa chaise, une façon de faire face à la tension qui règne dans la pièce. Au moment où elle apprend qu'il s'agit de sa mère, elle se fige. Elle baisse les yeux vers le sol et cesse de se balancer. C'est le choc, le corps se bloque, tandis que l'esprit s'efforce de traiter quelque chose d'inattendu.
Par contre, quelque chose m'a dérangé dans cette scène, c'est que le policier n'a pas expliqué clairement la situation. Il n'a pas dit à Lauryn « Ton harceleur, c'est ta mère ». Non, il est resté vague et lui a dit, je cite, « Ta mère a été embarquée dans certaines choses, elle n'a pas commencé, mais elle a continué, on a trouvé des preuves et obtenu un mandat. » À partir de ce moment, Lauryn a les yeux dans le vide, elle tourne la tête pour ne plus voir sa mère, qui lui prend la main, puis se lève et passe ses bras autour d'elle. Mais Lauryn ne réagit pas à cette étreinte. Au lieu de cela, elle fixe le policier du regard, sans ciller. D'un point de vue psychologique, cette étreinte semble moins viser à réconforter qu'à contrôler. C'est une tentative pour s'accrocher, pour rappeler à Lauryn « Je suis toujours ta mère, même si la vérité a brisé cette confiance. Tu dois continuer à m'aimer. » On peut se demander s'il n'y a pas plus derrière cette histoire, si la relation mère-fille entre Kendra et Lauryn n'est pas problématique depuis longtemps déjà. Il semblerait en réalité que Kendra était ultra contrôlante vis-à-vis de sa fille, et voici une anecdote. Bien avant que le message ne commence, Kendra a emmené Lauryn et Owen voir un match de basket, mais visiblement, Lauryn ne se comportait pas comme sa mère le voulait, alors cette dernière lui envoyait les messages suivants. « Assis-toi à côté de lui. Réponds-moi. Viens ici tout de suite. Je suis en colère. Bouge ton cul. Maintenant. Réponds-moi. Je suis furieuse. » D'après les témoignages, Kendra était toujours là et s'impliquait énormément dans la vie de sa fille. Peut-être un peu trop, d'ailleurs. Par exemple, elle a voulu se lier d'amitié avec les amis de Lauryn. Elle voulait être la maman cool. Kendra assistait à la plupart des matchs sportifs de Lauryn, puis bavardait de longs moments avec elle et ses amis. Au fil des ans, les amis et coéquipiers de Lauryn ont vu Kendra se lâcher de plus en plus, comme si elle était entourée d'amis finalement. On peut se demander pourquoi et comment Kendra a pu en arriver là. Dans le documentaire, Owen et sa mère se demandent si Kendra était secrètement attirée par lui. Owen dit qu'elle coupait son steak en petits morceaux lorsqu'il sortait avec Lauryn et qu'elle venait souvent le voir en tête-à-tête pour lui demander comment il allait. De plus, elle assistait toujours à ses événements sportifs, même après sa rupture avec Lauryn. Kendra en est même venue à se porter volontaire pour entraîner l'équipe d'athlétisme d'Owen en 4e, et il dit lui-même qu'il la considérait comme une deuxième maman. Selon le journal de Cut, lorsque les deux adolescents ont commencé à se fréquenter, Kendra venait toujours avec eux. La mère d'Owen, Jill, a expliqué que Kendra parlait des enfants, je cite, « comme s'ils allaient rester ensemble pour toujours ». Une camarade de classe de Lauryn a également affirmé avoir vu Kendra lire les SMS de Lauryn à Owen et même taper un SMS au nom de Lauryn qui disait apparemment « Je t'aime ». Lauryn et Owen ont rompu définitivement en novembre de leur première année de lycée, mais Kendra souhaitait maintenir ses relations avec Owen et ses parents. Kendra s'est rapprochée de Jill et Dave et a passé plusieurs nuits avec eux à analyser les SMS. Pendant cette période, Jill a affirmé que Kendra était toujours bouleversée par la rupture et qu'elle posait des questions sur les nouvelles conquêtes amoureuses d'Owen et sur la possibilité que leurs enfants se remettent ensemble. Alors que les deux mères passaient beaucoup de temps ensemble pendant l'enquête, Jill a déclaré avoir dit à Karen que la vie amoureuse de son fils était un sujet tabou dans leur conversation. Kendra n'est pas invitée à répondre à ces accusations dans le documentaire, mais on suppose qu'elle aurait nié, puisqu'au tout début de la perquisition, quand le policier discute avec elle en tête-à-tête et qu'il lui dit qu'ils savent que c'est elle, il lui demande si elle est intéressée par Owen, si c'est la raison de tout ça, et elle lui répond non, rien de ce genre. Une autre théorie qui pourrait expliquer la raison pour laquelle Kendra aurait piégé sa propre fille s'apparenterait à un syndrome de Munchausen par procuration virtuelle. ABC News décrit ce phénomène comme un parent qui fait en sorte que son enfant se sente mal afin que celui-ci vienne chercher du réconfort auprès de lui. Selon la Cleveland Clinic, le syndrome de Munchausen, ou trouble factice, survient lorsque vous falsifiez, créez et ou exagérez les symptômes d'une maladie dont vous ne souffrez pas réellement. Ce comportement n'a pas d'objectif conscient ni d'avantage particulier. Dans une interview accordée à Netflix, Sky Borgman, la réalisatrice du documentaire, met en garde contre toute tentative de diagnostic médical pour expliquer pourquoi Kendra a agi ainsi, mais elle déclare « Il est un peu problématique de lui donner une quelconque justification médicale, mais je pense qu'il y a des éléments du syndrome de Munchausen par procuration, le fait de faire du mal à quelqu'un pour le garder près de soi, qui était clairement présent. » Mais peut-être aussi pour attirer l'attention sur elle, recevoir du soutien de la part d'autres adultes quant à la phase difficile que sa fille traversait. Et comme on sait que Kendra avait du mal à s'intégrer dans la communauté très soudée de Bill City, peut-être que ça lui permettait d'être vue et écoutée et que ça lui faisait du bien ? Qui sait ? Alors que le documentaire opte pour une révélation dramatique, en réalité, de nombreux parents et membres du personnel du lycée ont déclaré depuis qu'ils pensaient depuis le début que c'était Kendra.
Le directeur Boyer a fait remarquer dans le journal de Cut qu'il trouvait étrange que Kendra ait 2 téléphones et semble regarder ses appareils plus que les autres personnes. Par ailleurs, sa secrétaire, Diane Fussman, lui aurait confié qu'elle aussi soupçonnait Kendra. « J'ai toujours pensé qu'elle était un peu obsédée par son enfant », a déclaré Madame Fussman au magazine. « Mon instinct me disait que ce n'était tout simplement pas l'un de nos élèves. » Outre le personnel, plusieurs parents étaient également intrigués par Kendra, car elle semblait attirer beaucoup d'attention dans toute cette affaire. La mère de Chloé, Tammy, aurait déclaré à la police à l'époque « Je ne sais pas si vous connaissez Kendra ou non, mais vous devez vraiment être prudent. Une grande partie de moi pense qu'elle pourrait très bien être l'auteur de ces faits. » En mars 2023, Kendra plaide coupable de 2 chefs d'accusation pour harcèlement d'un mineur. En avril 2023, Kendra est condamnée à une peine minimale de 19 mois et maximale de 5 ans de prison. Au moment du prononcé de la sentence, le juge a décidé qu'elle était autorisée à rester en contact avec Lauryn et, selon un article de presse, c'était à la famille de décider comment elle souhaitait aller de l'avant. Lors du prononcé de la sentence de Kendra, le juge Mark Duty a déclaré « C'est une affaire vraiment horrible. C'est le genre d'affaire qui me rend heureux de prendre ma retraite à la fin de mon mandat. Parfois, on voit le pire de la nature humaine. Je ne peux imaginer aucun parent dire des choses aussi horribles à sa propre fille. » Le juge Duty aurait également évoqué la nature des SMS, affirmant qu'il ne s'agissait pas d'une simple erreur de jugement, mais d'un plan mûrement réfléchi. À l'audience, son avocate révèle que Kendra avait suivi des cours sur le rôle parental et qu'un examen psychiatrique avait déterminé qu'elle souffrait d'une maladie mentale. En pleurs, lors de sa condamnation, Kendra déclare au juge et à la salle d'audience, je cite, « Je ne veux plus jamais faire de mal à quelqu'un comme je l'ai fait. J'ai hâte de poursuivre mon travail et de continuer à progresser. J'ai causé beaucoup de tort à ma famille. » Jill, la mère d'Owen, n'a pas pu affronter Kendra entre le moment de son arrestation et celui de sa condamnation. Mais elle a pu s'exprimer lors de l'audience en lisant sa déclaration de victime. « Je n'oublierai jamais le sentiment de malaise qui m'a envahi le jour où nous avons appris la nouvelle. La douleur, la colère, la trahison, la tristesse m'ont submergée d'un seul coup. J'ai attendu des années pour vivre ce moment, le jour où tu pourras me regarder dans les yeux et me dire « Pourquoi tout ça en a-t-il valu la peine ?» Après l'arrestation et la condamnation de Kendra, Lauryn aurait terminé sa 2e année de lycée chez elle, mais serait retournée au lycée de Bill City pour sa 3e année. Entre-temps, Sean a divorcé de Kendra et a obtenu la garde exclusive de Lauryn. Depuis l'arrestation de Kendra, Owen et Lauryn ne se parlent plus. Lorsque Skye Borgman, la réalisatrice, a interviewé Lauryn en 2023, c'était peu après que sa mère soit partie en prison et celle-ci lui manquait beaucoup. Kendra et Lauryn sont restés en contact tout au long de sa peine de prison. Mais lorsque les réalisateurs ont interviewé Lauryn à nouveau en 2024, elle avait changé d'avis quant à son désir de rester proche de sa mère. Comme le dit Borgman, je cite, « Elle ne détestait pas sa mère, mais elle était un peu plus mesurée dans ses communications avec elle et un peu plus mesurée quant à la place qu'elle était prête à accorder à Kendra dans sa vie. » Kendra est sortie de prison sous contrôle judiciaire en août 2024. En mai 2025, Lauryn, Owen, Chloé et tout le reste de leurs camarades de classe ont obtenu leur diplôme du lycée Bill City High. Lauryn prévoit d'aller à l'université et d'étudier la criminologie. Bien que sa mère ait exprimé à plusieurs reprises des remords pour son crime, Lauryn déclare dans le documentaire qu'il lui sera difficile de lui faire à nouveau confiance. « Je pense que je veux lui faire confiance maintenant, mais je ne pense pas en être capable. Maintenant qu'elle est sortie, je veux juste qu'elle obtienne l'aide dont elle a besoin pour que, lorsque nous nous reverrons, nous ne retombions pas dans nos anciennes habitudes et dans la situation d'avant. » Et si le documentaire a fait grand bruit, c'est aussi par le fait que beaucoup de personnes se sont insurgées quant à sa réalisation et son montage. Pour citer un article écrit par Matty Lucas sur le site internet In Review Online, le documentaire passe sous silence la nature sexuelle des messages, dépeignant Kendra comme une femme confuse et malhonnête plutôt que d'affronter la réalité troublante qu'elle a envoyé des messages sexuels explicites à des adolescents de 13 ans. L'accent reste principalement sur le ton violent des messages, laissant sans réponse la question de savoir comment une mère a pu faire cela à son propre enfant, car Kendra reste obstinément évasive. Le documentaire élude également la poursuite incessante par Kendra du petit ami de sa fille, même après leur rupture, détruisant ses relations ultérieures, une question qu'elle n'aborde jamais et que le documentaire évite de manière déconcertante.
S'il y a certaines places pour les nuances et les questions sans réponse, la condamnation et la peine de prison de Kendra semblent insuffisantes au regard des circonstances, et les réalisateurs semblent se contenter de laisser toute autre responsabilité en suspens. C'est une histoire sordide et sanglante, parfaite pour une télévision sensationnaliste certes, mais qui soulève des questions éthiques troublantes quant à sa représentation. Pourquoi ces enfants ont-ils été traînés devant les caméras pour revivre leur traumatisme ? Pourquoi cette femme profondément perturbée s'est-elle vue offrir une tribune pour justifier ses crimes odieux, sans opposition significative ni exigence d'une véritable réflexion sur elle-même ? L'absence de remords de Kendra est révoltante, mais l'accent mis par le film sur les tentatives de Laureen de rationaliser les actions de sa mère est si grossier et profondément inconfortable qu'il laisse le spectateur avec un besoin désespéré d'aller s'aérer l'esprit. Alors, qu'en pensez-vous ? Racontez-moi en commentaire votre réaction quand vous avez appris l'identité du harceleur, que ce soit ici ou en regardant le documentaire Netflix. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous!